Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, alors très peu à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de personnes, personnes fidèles, nous sommes l'Université populaire de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes là en fait pour proposer un espace de discussion, de dialogue, de réflexion et surtout de partage. Parce que dans on va dire l'époque actuelle, peut-être l'entretemps actuel, c'est bien aussi de pouvoir faire des choses un peu plus light, un peu plus légères. Par exemple, à côté, il y a la semaine des pastorales, c'est-à-dire qu'il y a des rythmes, des chants, de la musique, des jeunes. Moi, ça m'a fait du bien quand je suis arrivé de voir quelque chose de plus léger de tout ce qu'on entend actuellement. Donc ce soir, en fait, Bernard Robineau va nous parler du nickel. Alors, je vous ai présenté Bernard d'un point de vue de son nom de famille, mais c'est aussi une personne physique, quelqu'un qui a une histoire. Il aura peut-être la liste. Bonsoir. Alors, Bernard Robineau, en fait, a fait ses études, sa scolarité plutôt en Calédonie, et après, tout de suite, est parti faire ses études, après son bac, à Montpellier, des études de géologie. Arrivé à la thèse, il a voulu, on va dire, revenir faire sa thèse en Calédonie, mais il a rencontré, en fait, malheureusement, un contexte qui était le crash du nickel, après le boom, le crash. Donc, malheureusement, il n'a pas pu être financé par la Nouvelle-Calédonie pour faire une thèse. Il est donc allé à Djibouti pour travailler sur une thèse un peu plus théorique sur les mouvements tectoniques des plaques, c'est ça. Donc il a eu sa thèse, et ensuite il a travaillé en fait dans un ensemble de pays africains, notamment le Nigeria, pour sa première expérience professionnelle. À ce moment-là, il a été dans diverses universités, il a été contractuel, mais à un moment donné, il fallait bien se poser d'un point de vue titulaire. Donc là, il était à l'Université de La Réunion, où il a passé 12 ans. C'est qu'à 50 ans, en fait, qu'il est revenu au pays. Donc il est revenu apporter, on va dire, sa compétence. Donc vous voyez, il n'y a pas d'âge, hein. Ça peut être à 25 ans, ça peut être aussi à 50 ans, mais la Calédonie est toujours heureuse de retrouver, en fait, les enfants du pays. Donc Bernard, tu vas nous parler du nickel et pourquoi du nickel en Calédonie. On a à peu près 50 minutes de présentation, et puis le reste sera une discussion informelle, tous ensemble. Merci beaucoup. Donc je dois juste préciser, pour justifier le titre de cet exposé, que j'ai eu la chance d'être accueilli à l'IRD pendant 4 ans quand je suis venu comme chercheur en accueil, et j'ai travaillé dans une équipe qui s'occupait des latérites, de la géologie de surface, et donc la formation des latérites et des gisements de nickel. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi d'être le premier directeur du CNRT Nickel et son environnement. La nouvelle directrice est dans la salle. Je suis resté 5 ans et enfin j'ai fini ma carrière au gouvernement à la DIMANC, la direction des mines et de l'énergie, comme chef du service de la géologie au sein de la DIMANC. Donc voilà, vous avez un panorama complet de ma carrière. Donc j'ai été quand même pas mal en interface avec le nickel, mais surtout d'un point de vue géologique. Après, on va lancer la discussion sur d'autres aspects industriels ou économiques. C'est moins mon sujet, mais je pense que c'est bien qu'on en discute vu l'actualité sur le nickel et vu ces temps un peu difficiles que nous vivons. Donc, je vais commencer par l'aspect plus géologique. Pourquoi la Calédonie est une terre de nickel? Qu'est-ce qui a fait qu'on a autant de gisements et qu'on a, vous le savez, le quart des réserves de nickel du monde? Le micro, je ne parle pas assez fort? Pour moi, non. Pourtant, j'ai des appareils. Oui, et au fond, ça va? C'est un peu juste parce que, bon, le micro... C'est un peu dommage.
problème, c'est que les dernières tentatives, en fait, il y a un faux contact, ce qui fait que ça marche, mais ça fait ça saute à certains moments. En bas, dans la trompe, ils ont des Il faut appuyer sur le bouton Oui, rouge. il m'a dit qu'il faudrait prendre leur... Il m'a dit qu'il fallait appuyer sur le bouton rouge. Ah oui, mais ça y est, j'ai appuyé dessus. Là, normalement, ça marche. Tout à l'heure, il a fait un essai, ça marchait. Celui-là marche. Voilà, celui-là, il marche. On peut l'éteindre. Donc, d'abord, un petit aperçu de où se trouve le nickel dans le globe terrestre. Si on regarde la composition des couches du globe terrestre, on s'aperçoit que le nickel, il est essentiellement dans le noyau. Le noyau, qu'il soit liquide ou la grêle, sont formés essentiellement de fer à 89%, et on y trouve au moins 5,8% de nickel. Après, il y a aussi pas mal de soufre. Ça, c'est la composition du noyau. Par contre, dans le manteau, il y en a déjà beaucoup moins, mais il en reste un petit peu. On voit que le fer diminue beaucoup, il y a une sorte de décantation qui s'est produite de tous les éléments lourds vers le noyau et la base du manteau, mais il reste encore un petit peu de nickel, et puis d'autres éléments importants comme la silice, il y en a commencé à en avoir pas mal, et du magnésium. Et là apparaît l'oxygène qui va entrer en composition pour former, l'essentiel des roches sont formées de silicates dans le manteau. Donc, ensuite, si on regarde l'écorce terrestre, qu'elle soit océanique ou qu'elle soit continentale, on y trouve très très peu de nickel, de l'ordre de 0,02% en masse. Et en plus, le nickel se trouve dans des formations géologiques bien particulières, donc dans des zones bien particulières de l'écorce terrestre. Donc, en résumé, le manteau supérieur, qui est constitué d'une roche qu'on appelle la péridotite. Pourquoi péridotite? Parce qu'elle est constituée essentiellement d'un silicate magnésien et un peu ferrique, qui est appelé le péridot. Péridotite, roche constituée essentiellement de péridot. Le péridot, quand il contient essentiellement du magnésium, c'est la fameuse olivine, qui est appelée comme ça du fait de sa couleur verte. C'est cette olivine qui va contenir les 0,3% de nickel que l'on peut trouver dans le manteau. C'est le péridot. Donc la croûte elle-même ne contient en moyenne que 0,02% et dans des zones bien particulières. Maintenant, où sont ces fameux gisements de nickel dans le monde? Avant d'arriver à la Calédonie, on s'aperçoit qu'il y a deux grands contextes géologiques pour avoir des gisements de nickel. Des massifs, premier type de gisement, c'est dans des massifs ultra basiques, UB, on dit les géologues, ultra basiques, c'est-à-dire qui sont riches en ferromagnésien. Le terme basique, c'est pour le ferromagnésien, et pour les géologues, le terme acide, c'est pour la contenance en silice. Donc là, des roches ultra-basiques, et ça se passe dans des cratons, dans des zones où la croûte continentale est assez épaisse, et en général assez ancienne. Dans ces formations-là, on a ce qu'on appelle des ceintures de roches vertes, c'est-à-dire des remontées mantéliques de cette péridotite qui constitue le manteau supérieur. C'était avant la tectonique des plaques actuelles. Il y avait une tectonique aussi en mouvement comme ça de grande masse et avec des remontées du manteau qui se faisaient entre des protoplaques qui se déplaçaient. Dans ces remontées mantéliques, on trouve des fluides qui percolent d'assez profond, et c'est ces fluides qui vont porter les métaux qui ont été ramassés dans le manteau. Ces fluides, ça donne donc des gisements de minerais de sulfureux, et qui sont très souvent polymétalliques. Ça ne remonte pas que du nickel, ça remonte le cuivre, l'or, l'argent, etc. Donc très souvent, ces gisements-là sont de type polymétallique et ce sont des sulfures. Le nickel est souvent dans ces mines, dans les mines
qui exploitent ces gisements-là, c'est souvent un coproduit. Pas forcément d'ailleurs le produit majeur, c'est souvent ça vient avec du cuivre, ça vient avec de l'or, ça vient. Donc c'est intéressant ces gisements-là parce que le nickel arrive en coproduit. Ce sont des mines, on suit des veines, on suit les fluides qui ont enrichi des veines, on suit les veines et très souvent, soit on suit la veine d'abord de la surface en ouvrant des grands trous, les open pits, on dit, les géologues miniers, ou on creuse des galeries pour suivre la veine et on va de plus en plus profond. Donc en général, ce type de gisement, c'est des mines souterraines. Les plus connus, vous le savez, c'est en Russie, Norilsk. Vous avez aussi au Canada ce type de gisement en Afrique du Sud. C'est un peu moins actuellement de la production mondiale, un peu moins de 50% de la production, et c'est de plus en plus en baisse par rapport aux autres types de minerais que l'on va voir maintenant. Les réserves sont en train de s'épuiser, les gisements sont de moins en moins riches, il faut aller de plus en plus profond, c'est devenu une ressource difficile maintenant et elle a tendance à s'amenuiser. Ensuite, le deuxième type de contexte géologique où on va trouver du nickel, ce sont des latérites. Vous savez ce que c'est que les latérites? Ces grandes couvertures rouges de roches altérées qu'on appelle les latérites et qui recouvrent, ce sont uniquement les latérites qui sont sur des roches ultrabasiques. Alors ces roches ultrabasiques, nous allons le voir après, elles arrivent soit sous forme de remontée mantélique dans les cratons, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, dans cette tectonique ancienne, on avait des remontées mantéliques et on peut avoir des latérites qui s'installent dessus. C'est le cas d'Ambatouvi à Madagascar par exemple. Ou des nappes de charriage. On va y revenir plus longuement tout à l'heure parce que c'est le cas de la Calédonie. On a des latérites sur des nappes de charriage qui emmènent ces roches ultrabasiques à la surface. Ensuite, ces roches ultrabasiques, dans un climat tropical, c'est très important, et dans le temps, vont s'altérer pour former ce manteau d'altération que l'on appelle la latérite. Et il va y avoir un enrichissement in situ de certains métaux, et en partie ceux qui ne sont pas solubles, qui vont rester sur les profils d'altération, c'est le fer, mais c'est aussi le nickel, le cobalt, le manganèse. Ce sont ces gisements que l'on va appeler latéritiques, avec des minerais dits latéritiques. L'exploitation se fait presque toujours, puisque c'est en surface qu'on a ce croûte d'altération, ça va être des carrières. C'est le cas ici, c'est le cas partout où on a des latérites, on ouvre des carrières, des banquettes, et on vient rogner petit à petit le minerai, comme on exploite une carrière de cailloux. Alors les gisements connus, c'est Madagascar, c'est les Caraïbes, Cuba, Saint-Domingue, c'est les Philippines, c'est l'Indonésie, notre grand concurrent, c'est la Nouvelle-Calédonie, mais il y a également en Australie des gisements qui sont de type latéritique. C'est actuellement certainement 70%, si ce n'est pas plus, des ressources mondiales. Le minerai de l'avenir, il est là parce qu'on a une ressource considérable, alors que la ressource en minerai sulfuré s'amenuise. Voilà les deux grands contextes. Les gisements, contexte cratonique, c'est les flèches bleues, la Colombie, le Canada, la Russie, l'Afrique du Sud, certains gisements australiens, et puis en rouge, les gisements de type latéritique, les Caraïbes, le Brésil. Vous avez aussi, bien sûr, l'Indonésie, les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai oublié, et puis la Nouvelle-Calédonie, et certains gisements australiens. Donc on arrive maintenant à la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi autant de nickel en Nouvelle-Calédonie? Je vous présente une carte très
synthétique orientée, une carte géologique synthétique orientée de la Grande Terre pour vous montrer en vert, ici, tous les massifs de roches ultrabasiques faites de cette péridotite, où il y a des péridots qui contiennent 0,3% de nickel. Vous avez presque un tiers, ou plus d'un tiers de la surface de la Grande Terre qui est couverte de péridotite, c'est ce qui est en vert, et vous voyez qu'il y en a à l'île du Pin, et il y en a au Bélène. Par contre, pas du tout sur les loyautés. Donc, voilà cette géologie bien particulière de la Nouvelle-Calédonie, où un tiers de sa surface est couverte par des roches dites ultra-basiques. Alors, quand on est sur le terrain, partout, ces roches ultra-basiques sont au-dessus des roches du socle calédonien, du continent, ou la partie du continent zélandien qu'on appelle la Calédonie. C'est le soubassement calédonien qui est formé de roches sédimentaires, de roches volcaniques, plein d'autres roches. Et par-dessus, on a ces massifs de péridotite, en haut des montagnes. Et les latérites qui capent le tout. Systématiquement, les latérites, c'est un manteau d'altération qui est posé sur le péridotite. Et ces péridotites sont souvent séparés du soubassement par une lame, une semelle de serpentine. La serpentine a permis la mise en place de ces massifs sous forme de nappe. Si on regarde notre exemple, là c'est pour le massif du Koniambo, que je vous montre là, mais pour le Memaoya aussi, voilà comment on interprète le paysage. Le Memaoya, et vous voyez que les mines elles sont là-haut, elles exploitent dans les latérites, tout en haut. La grande masse de la montagne, c'est la péridotite, et on dit une nappe, parce qu'on s'aperçoit que tout ça est posé à plat sur le soubassement calédonien, qui dans ce cas ici est formé des basaltes de la formation de Poya. Toutes ces zones herbeuses, c'est les basaltes de Poya. Et puis dès qu'on arrive dans les reliefs, on a un changement de végétation qui est lié au changement de la géologie aussi. Et là, on va trouver des formations typiques du minier, là-haut. Et cette grande flèche, c'est cette surface de décollement de la base de la nappe. Bien, donc, pourquoi du nickel en Calédonie? On voit qu'il faut deux grands processus géologiques pour expliquer la présence de ce nickel. D'une part, l'obduction, je vais y venir maintenant, et d'autre part, l'altération supergène de ces roches ultrabasiques. Alors d'abord l'obduction. L'obduction, c'est une des conséquences de la subduction. Ça doit vous rappeler quelque chose. La subduction, c'est quand une plaque passe sous une autre, souvent une surface plongeante, ce qu'on appelle la subduction. Et dans cette subduction, quand un continent, une croûte continentale plus épaisse et plus légère essaye de venir dans la subduction, ça bloque le système. Parce qu'elle, tel un morceau de bois qu'on essaye de rentrer dans l'eau, quand c'est trop léger, on n'arrive pas. Donc, vous voyez là-haut, il y avait un océan au front de cette Nouvelle-Calédonie qui appartient à un continent englouti qui a été défini assez récemment, qu'on appelle Zélandia. Zélandia est partie à la dérive en se décrochant de l'Australie et elle se rapproche d'une zone de subduction qui s'est créée au milieu de cet océan, qui est au front de Zélandia. Puis, le continent essaye de descendre dans la subduction, et comme il est très léger, il bloque le système. La poussée tectonique continue, tendance à rapprocher ces deux plaques le long du plan de subduction, ce qui fait que ce n'est plus celle-là qui va s'enfoncer, c'est la plaque du côté de l'océan qui va venir chevaucher la Nouvelle-Calédonie. Et on va avoir des roches du manteau
des roches de la croûte océanique, mais également des roches du manteau qui vont venir obducter. C'est ça, ce phénomène-là qu'on appelle l'obduction. C'est dans une subduction quand du matériel mantélique vient par-dessus le matériel du continent. Quand c'est bloqué, et là vous voyez qu'il y a des roches qui ont été emmenées très profond, jusqu'à 70 km de profondeur, les roches de la Nouvelle-Calédonie, du continent zélandien, qui ont été métamorphisées au fond. Quand tout est bloqué, la subduction va se reporter plus au large, elle va passer du côté du Vanuatu, une subduction pour compenser le rapprochement entre les deux plaques, et on va avoir une remontée de tout ce matériel qui est descendu, qui est trop léger, il a tendance à remonter, c'est ce qu'on appelle l'isostasie, le rééquilibrage isostasique. On va avoir une remontée, et tout le matériel métamorphique qu'il y avait au fond va se retrouver en surface, c'est tout l'arc métamorphique du nord de la Nouvelle-Calédonie, et tout le matériel mantélique qui est passé par-dessus va s'écrouler en masse, en nappe, sur le continent. Et ici, vous voyez, on a des masses de roches mantéliques, les péridotites, les ultrabasites, qui vont venir en nappe sur la Nouvelle-Calédonie. Le tout va être remonté, et à un moment, ces massifs de péridotites qui sont venus par-dessus vont même être exondés et vont être livrés à l'altération de surface dans un climat tropical. Voilà le premier mécanisme. C'est l'obduction, c'est ce qui explique toutes ces surfaces de péridotites qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des nappes de charriage de péridotites qui sont venues du manteau, portées par ce phénomène qu'on en appelle l'obduction. Le deuxième grand phénomène, c'est l'altération qu'on dit supergène. Les géologues, ça veut dire qu'il se produit en surface. Altération de surface, supergène. Et dans cette altération supergène, on va avoir une concentration de 7 fois, même jusqu'à 10 fois, de la teneur en nickel et en cobalt qu'il y avait dans la roche-mère par simple lixiviation de cette roche-mère. Je vais l'expliquer un peu mieux, mais on s'aperçoit qu'à partir de la roche-mère qui est altérée, il va se fabriquer dessus un manteau d'altération, et ce manteau d'altération va concentrer, d'abord, il va y avoir une lixiviation, un départ de tous les éléments solubles, en premier le magnésium, en deuxième la silice, et c'est 90% de la roche-mère qui va partir en solution, et il ne va rester que les minéraux résiduels, non solubles, le fer, le nickel, le cobalt, le manganèse. D'où une concentration in situ, résiduelle, de ces métaux-là. Donc c'est le deuxième grand phénomène qui explique la présence de nickel. Le premier, c'est d'emmener des roches tenant un petit peu, la roche-mère, la péridotite, 0,3%, et un phénomène de concentration jusqu'à 10 fois, ce qui explique les teneurs qu'on peut avoir dans la saprolite ici, la roche pourrie, jusqu'à 3% de nickel. Voilà le deuxième grand phénomène. Alors je vais revenir un peu plus en détail sur ce phénomène-là, parce que c'est lui qui explique un peu tous les types de gisements que l'on a, les types de minerais et les types de gisements. Donc l'altération supergène en surface des péridotites. Donc je vous rappelle, une péridotite, c'est une roche formée de silicate magnésien, le péridot, et qui contient 0,3% de nickel. La lixiviation, elle se fait par de l'eau de pluie, qui va traverser les sols et la végétation, et l'acide humique va acidifier ces eaux-là. Et cette acidification suffit pour dissoudre la péridotite en climat tropical. Il suffit qu'elle soit suffisamment chaude et suffisamment acide, et que ça dure suffisamment longtemps. Et effectivement, il faut un processus continu et très long. C'est des millions d'années qu'il faut pour former un manteau d'altération sur les péridotites. Ensuite, il y a évacuation des éléments les plus solubles, le magnésium et la silice, qui sont 80% en masse de la péridotite initiale. C'est pour ça qu'il en reste plus de 10% après dans le manteau. Le fer, le nickel, etc.
Et on va former progressivement ce qu'on appelle un profil d'altération qui va progressivement s'approfondir. Tant que l'altération marche, il va s'approfondir et il faut à peu près 7 mètres de péridotite altérée pour former 1 mètre de profil. Il y en a certains qui disent même plus, il faut 10 mètres de péridotite pour former 1 mètre de profil. Les spécialistes discutent sur ce chiffre-là. Et on va avoir une individualisation progressive de différents niveaux dans le manteau d'altération. De haut en bas, on a la cuirasse. Vous connaissez tout ça, ces blocs dans le sud, là, la cuirasse, bien noire, on dirait de la lave. Hein, c'est du fer à 95%. Okay. Et sous la cuirasse, vous avez les latérites. D'abord les latérites rouges avec la grenaille, qu'on appelle le chrome de fer dans le sud, hein. La latérite rouge, puis la latérite jaune, et enfin on arrive au niveau que l'on appelle la saprolite, qui est la roche plus ou moins pourrie. La saprolite, en haut, elle est terreuse, et puis plus on descend, plus il va y avoir de blocs moins altérés dans cette terre. C'est tout ça que l'on appelle saprolite, roche pourrie. Donc 3 niveaux essentiels, hein, cuirasse, les latérites et la saprolite. Donc on va avoir une concentration jusqu'à 10 fois vers le haut des éléments résiduels les moins solubles, le fer, le nickel, le cobalt, le manganèse. Le nickel, lui, quand il va quitter l'olivine, il va venir recristalliser dans les silicates hydratés qui se forment dans la saprolite. On va avoir des nouveaux minéraux qui se forment en conditions quasiment de surface et qui vont, c'est des serpentines, c'est la fameuse garnierite. Voilà. Ça, c'est la recristallisation du nickel dans les silicates hydratés, hein, qui existent encore. Il y a encore du magnésium et encore de la silice dans la saprolite. Par contre, ce nickel, il va passer un petit peu dans la goethite. C'est pour ça que les latérites, qui sont formées essentiellement à la base d'oxyde de fer, dont la goethite va absorber un peu ce nickel. C'est pour ça que les latérites, à la base, peuvent être assez riches en nickel. Par contre, vers le haut, le nickel, quand la goethite va se transformer en hématite, c'est un autre hydroxyde de nickel, hein, de fer, pardon. Par contre, quand il va passer dans ces minéraux-là, la structure de ces minéraux rejette le nickel, qui va redescendre. Donc la concentration en nickel augmente dans la saprolite, elle va rester un peu élevée à la base de la latérite, puis elle va rediminuer jusqu'à être totalement absente. Dans les latérites rouges, il n'y a plus de nickel, dans la cuirasse, il n'y a plus de nickel. Donc il y a à la fois une concentration vers le haut et vers le bas du nickel, qui explique la richesse des saprolites. Par contre, le cobalt, lui, va migrer. Il n'entre pas trop dans la composition des silicates hydratés. Par contre, il va être fixé par la goethite. C'est pour ça que dans les latérites jaunes, à la base, on trouve la plus grosse concentration de cobalt. Les trous des cobaleurs se font là, et c'est ce minerai-là qui va être exploité après en hydrométallurgie. Il y a du nickel et il y a du cobalt. Ça. Donc voilà ces paysages de manteaux d'altération latéritique que l'on a. Ça, c'est le massif du Sud, vous le reconnaissez, un massif de péridotite, immense, massif, et dessus s'est développé un manteau d'altération avec ses latérites, ses cuirasses et ses saprolites qui affleurent à certains endroits. Bien, on en arrive à la spécificité des minerais calédoniens. Il a en commun ce minerai avec beaucoup de minerais latéritiques dans le monde, mais il a certaines spécificités, en particulier sa richesse. Donc, les minerais calédoniens, il ne faut pas oublier qu'ici on a le quart des réserves
mondial. Donc on a des gisements en quantité incroyable, hein, et on a deux types de minerais. Voyons le premier type, ce sont les minerais saprolithiques, qu'on a appelés pendant très longtemps ici garnérites. Pourquoi? Parce que c'est dans ces minerais saprolithiques que l'on avait ces petites veines vertes hyper riches, et c'était ce minerai-là qu'on ramassait au début du siècle dernier. On remplissait des sacs et on ramassait les pâtes vertes là, et on avait des 15-20% de concentration de nickel dans ces pâtes. Puis petit à petit, il y en avait de moins en moins des pâtes vertes. On a commencé à regarder un peu autour et s'apercevoir que la terre qu'il y avait autour, hein, la roche pourrie, elle aussi avait des concentrations élevées. Donc on a commencé à ramasser les parties riches et petit à petit les concentrations dans l'exploitation ont diminué jusqu'à atteindre les 2-3% actuellement. Après de passer par des périodes où pendant le boom on exploitait 4%. Donc ces minerais historiques, hein, pourquoi historiques? C'est Garnier qui leur a donné un nom, hein, la garnierite. Donc c'est assez récent. On ne connaissait pas du tout ce type de gisement avant qu'on les découvre en Calédonie. Avant, le peu de nickel qu'il y avait venait des sulfures et de mélanges de nickel avec d'autres métaux. Donc ce minerai saprolitique, il est formé essentiellement de silicate hydraté, de magnésium, un peu de fer, du nickel et un petit peu d'oxyde de fer. On commence à voir le fer qui précipite sous forme d'oxyde de fer. En général, on a des concentrations en nickel très intéressantes qui dépassent fréquemment les 2%. Par contre, je vous l'ai dit, les concentrations en cobalt sont faibles. On verra que de toute manière, ce n'est pas intéressant parce que la fusion n'arrive pas à séparer. Hein, ces minerais-là vont passer à la fusion. On n'arrive pas à séparer le nickel et le cobalt dans les fours. Donc, les volumes, ils sont quand même moindres. Ce n'est pas des gisements énormes. Pourquoi? Parce que ces manteaux d'altération s'épaississent dans certains sillons, une sorte de petits bassins où on a l'approfondissement d'altération. Et là, on peut avoir des poches avec des quantités intéressantes. Mais bon, les plus gros gisements, comme celui de Méa, gisement du côté de Kawa, c'est quelques millions de tonnes. Mais la plupart des gisements, c'est quelques centaines de milliers de tonnes de minerais saprolithiques. Vous voyez, c'est des petits gisements, un peu éparpillés sur le relief, et que l'on va gratter poche après poche. Donc les volumes sont moindres, mais par contre, en Calédonie, on a des minerais extrêmement riches. Il n'y a plus beaucoup de pays au monde où on extrait des saprolites à 2,5-3%. Alors, la plupart de ces minerais, ils passent à la fonderie, hein, en pyrométallurgie. Le process utilisé, c'est le process historique, hein, c'est celui de la SLN. Hein, et on s'aperçoit que chacun va développer des fours, il y a des technologies de fours, et que ces fours sont très sensibles à la chimie de ce minerai, aux teneurs en magnésium. Ça change les données pour la teneur en silice, la teneur en magnésium, la teneur en fer, vont influer sur la fusion. Elle va être plus ou moins liquide, plus ou moins forte, elle risque de percer le four. C'est pour ça, vous avez entendu parler des difficultés de la SLN dans ces fours, parce qu'ils ont absolument besoin de matériel basique, riche en magnésium, pour leur fusion, et leurs gisements de la côte Est sont problématiques. Et par contre, leur nouveau gisement, Thiebagui, il est très acide, il a beaucoup de silice, il pose des problèmes. Donc ils sont obligés de faire des mélanges très subtils pour arriver à avoir leur four qui fonctionne correctement. Donc vous voyez, ce sont des fours très sensibles. Donc les centres SLN et tous les petits mineurs qui travaillent avec la SLN vont fournir l'usine d'Ognambo. Le Cognambo va fournir essentiellement l'usine de Caïnès, c'est un massif qui est attribué à l'usine de Caïnès. La SMSP et certains petits mineurs avec NMC vont fournir l'usine de POSCO. Et puis, tous ces fours-là
produisent du ferro-nickel. Avec une part de nickel plus ou moins importante, ça dépend de la richesse du minerai qu'on a au départ, mais en gros 20% de nickel pour 80% de fer. C'est des ferro-nickel qui ont besoin d'être affinés si on veut avoir des alliages plus performants encore. Mais déjà, c'est du bon matériel. Ensuite, il y a les minerais latéritiques, que l'on appelle aussi oxydés. Pourquoi? Parce qu'ils sont constitués essentiellement d'oxyde de fer. La goethite domine, mais on peut avoir un petit peu d'hématite aussi. Ces minerais latéritiques proviennent de la partie inférieure du niveau dit latérite jaune. On a la cuirasse, latérite rouge, latérite jaune. Et c'est plutôt à la base de ces latérites rouges, sur plus ou moins 2 mètres d'épaisseur suivant les gisements, on a un enrichissement en nickel. Ils sont exploités depuis peu parce qu'avant, on ne savait pas quoi en faire. Hein. On ne peut pas fondre, c'est trop riche en fer. Il faut des températures de fusion énormes, donc beaucoup d'énergie, c'est absolument pas rentable. Il n'y a que les Chinois qui arrivent à passer ça dans leur four antique et qui fondent n'importe quoi. Mais sinon, ailleurs, dans le monde, personne n'essaie de fondre des latérites. Ça revient trop cher en énergie. Hein, et en plus, il y a quoi? Il y a 1,5% de nickel seulement. Ça fait beaucoup d'énergie pour récolter pas beaucoup de nickel. Donc, ils sont exploités depuis peu car il y a une demande qui était d'abord australienne, hein, parce qu'il s'est fait des usines hydrométallurgiques en Australie, Murin, Yaboulou, et ces usines-là achetaient toutes les latérites de Calédonie. Ils avaient monté une boîte qui s'appelait Queensland Nickel qui venait ici et qui faisait travailler en particulier tous les petits mineurs de la côte Est, mais tout le monde vendait ces latérites, hein, même la SLN, tout le monde vendait à Queensland Nickel pour se débarrasser de ces latérites qui ont un intérêt puisque c'est du minerai et surtout que sinon on ne sait pas quoi en faire, on est obligé de les mettre en verse, c'est du recouvrement de la saprolite, c'est un vrai problème. Donc là d'un seul coup il y a eu un marché et on a commencé à exploiter la latérite pour elle-même. Elles sont assez riches en Calédonie, on a très souvent des latérites à 1,5, 1,8%, c'est énorme. Comparé à d'autres endroits dans le monde, en Batouvi, ils exploitent avec une teneur de coupure à 0,8% de nickel pour leur usine hydrométallurgique à Batouvi, à Madagascar. C'est pour vous donner une idée. Presque partout ailleurs, à 1%, on est content. À 1,2%, on est très content. Et ici, la teneur de coupure à Valais, sur ces latérites, c'est 1,3 ou 1,4%. Pour vous donner la richesse de nos latérites. En plus, là, ça fait un manteau assez continu de latérite au-dessus des saprolites. On peut avoir une épaisseur intéressante, c'est ce qu'elle veut dire. Des gros volumes, faciles à exploiter, c'est plat. Hein. Ça fait des gros volumes. Et beaucoup moins de recouvrement, puisqu'on n'a plus qu'à enlever la latérite rouge et la cuirasse. Donc, c'est des minerais accessibles, des gros volumes, qu'on peut manier assez facilement. Ça, je vous l'ai déjà dit, trop coûteux à fondre. Donc ce sont des minerais qui sont en général traités en hydrométallurgie. La latérite de Goro est traitée à l'usine de Valais NC, ça vous le savez. Toutes les autres latérites actuellement étaient exportées en Australie jusqu'en 2016, fermeture de l'usine de Yaboulou. Et depuis, ça part essentiellement en Chine. On va en parler un peu plus loin, c'est une des difficultés actuelles. C'est qu'on ne voulait pas exporter vers la Chine. Mais on est bien obligé de le faire parce que plus personne ne prend nos latérites. Bon, juste un petit aperçu de comment on explore et comment on exploite ces minerais. Je vous rappelle, ils sont toujours en haut des reliefs, hein, sauf le gisement de la plaine du Sud. Mais presque partout ailleurs, c'est en haut des reliefs. Donc ça implique une technologie particulière. L'exploration, c'est l'exploration géologique toute bête. On va sur le terrain, on prend des échantillons. C'était facile avant parce que les saprolites affleuraient. Maintenant, on a gratté tout ce qui affleurait et souvent,
les saprolites que l'on cherche sont sous recouvrement. Donc le géologue, il est en aveugle. Donc on fait des trous très espacés et on regarde dans les carottes de sondage s'il y a du minerai à quelle teneur. Maintenant, on complète beaucoup cette première approche par forage, on la complète par des méthodes géophysiques, essentiellement électriques ou électromagnétiques, pour essayer de voir la continuité des niveaux enrichis. On arrive à avoir des structures électriques et on peut relier ces structures électriques au niveau enrichi que l'on a trouvé en sondage. Donc on a fait des grands progrès pour la prospection avec ces nouvelles méthodes. Merci CNRT. Et pour l'extraction, je vous ai dit, ça se fait essentiellement en carrière. On fait des banquettes, en général de 5 mètres de haut, et on descend petit à petit, en enlevant d'abord tout le recouvrement, puis on arrive au minerai, et enfin on peut gratter le minerai pour le charger, l'envoyer aux usines. Alors le problème essentiel que l'on a sur mine, quand on a ce type de carrière, c'est la gestion des eaux. N'oublions pas qu'on est en haut des montagnes, avec des pluviométries si spectaculaires, et que c'est le grand problème de la pollution des mines de nickel, c'est l'érosion, le transport solide, l'envasement des lagons, l'engravement des rivières, c'est vraiment la pollution. On a de la chance par rapport aux minerais sulfurés, il y a en plus la chimie qui est catastrophique, tous les gisements de sulfure, si on ne gère pas les eaux, elles percolent et c'est des poisons après qui partent dans les bassins versants. Heureusement, nous, les matériaux qui partent sont inertes. Il n'y a pas de problème de chimie par rapport à cette érosion et le transport solide. Par contre, ce transport solide en lui-même est un grand problème. Et pour régler ce problème-là, le mieux, c'est de gérer d'une manière extrêmement stricte les eaux de ruissellement sur les mines en exploitation. Il y a tout un système de merlons, de décanteurs, de barrages filtrants pour arriver à retenir la charge solide sur la mine et que seules les eaux nettoyées puissent aller vers le bas, rejoindre le système hydrographique normal. C'est tout l'art de la gestion minière, c'est essentiellement la gestion des eaux. C'est le principal. On s'aperçoit aussi que de plus en plus on utilise les stériles qu'il y avait, en particulier la curasse, parce que les mineurs ont besoin de cailloux. Avant, on essayait de récupérer les cailloux qu'il y avait dans la saprolite, tout en bas, mais maintenant on s'est aperçu qu'on pouvait très bien utiliser les cailloux de la curasse pour tous les ouvrages, les merlons, les soubassements de route, les voies d'accès sur la mine, parce que c'est très boueux et les camions s'enfoncent, donc on fait des voies d'accès sur les fronts en mettant de la latérite. On utilise aussi la latérite gravillonnaire, ça pave assez bien les routes. Donc on a une utilisation. Puis après, on arrive dans la latérite qui, elle, n'est pas intéressante comme matériau. Elle est stérile. On va la stocker dans des grandes verses, qu'on appelle les verses à stériles, qui sont normalement pralinées, protégées aussi par les cailloux pour empêcher qu'elles glissent, et où on gère l'eau de percolation à l'intérieur. Donc ça, c'est le deuxième grand problème de gestion de la mine, c'est gérer ces stériles, là-haut. Il y a aussi le problème de minerais qui commencent à avoir une petite teneur, mais qui n'est pas valorisable à l'heure actuelle, soit parce que c'est des latérites et qu'on n'en fait rien pour l'instant, soit que c'est des saprolites trop pauvres, mais on se dit peut-être qu'un jour, vu que les baisses des teneurs sont partout constatées, on se dit peut-être qu'on reviendra à l'exploiter, donc on fait des verses spéciales où on met ces matériaux-là qui peuvent éventuellement être utilisés plus tard. Ensuite, il y en a certains qui vont plus loin dans le process sur mine. C'est essentiellement la SLN qui essaye d'enrichir ces minerais pauvres sur mine. Donc elle exploite ces minerais pauvres, elle les met en pulpe, elle les envoie en bas et ils ont une laverie et ils essayent de sortir la partie fine qui est riche en nickel des petits cailloux qui est au milieu qui sont
sains et qui sont pauvres en nickel, ils ont des laveries pour arriver à amener des minerais qui font 1,5, 1,6%, ils les amènent à 2,5% et ils envoient ça à l'usine de Dognan-Beau. Le refus fait encore quelques pourcents. Et ces refus-là, ils ont le droit de les vendre. Parce qu'il y a eu un process, ils ont le droit de vendre. Et il y a des acheteurs de ces minerais très pauvres qui sortent de la laverie et qui sont considérés comme des refus pour la SLN, puisqu'ils ne peuvent pas les rentrer dans leur four. Le transport du minerai se fait soit par camion, c'est le plus classique pour la plupart des petites mines, et sur les grosses mines, on a des convoyeurs. C'est le cas de Serpentin-Aquawa pour la mine de Méa, c'est le cas de KNS qui a son propre convoyeur qui va directement de la mine à l'usine. Parfois, c'est des tuyaux de transport, c'est quand on met en pulpe. C'est le cas de ces minerais dont je vous ai parlé qui vont être enrichis à la laverie en bas. On les met en pulpe là-haut, on les écrase, on les met en pulpe, hop, on les envoie sécher en bas et trier. La Goro aussi homogénéise et met en pulpe son minerai sur la mine, met ça dans un grand tuyau qui part directement à son usine chimique de Vallée. Enfin, la dernière chose, c'est le chargement. Le chargement, il se fait soit en portique, c'est le cas à Thio, c'est le cas à Thiebagui, grand portique où suffisamment d'eau pour que les bateaux peuvent venir et on verse directement dans le bateau. Mais la plupart des chargements se font en Corse avec des barges. Donc les camions chargent les barges vont charger les minéraliers, soit qui vont à la SLN, soit qui vont à l'export. Un petit tour de la mine et de sa réglementation et de l'environnement en général. Je rappelle qu'il s'agit là d'une compétence calédonienne. Pour ce qui est de l'économie de la mine et de l'environnement, c'est une compétence provinciale. Par contre, le gouvernement a gardé la compétence de la police minière, de la réglementation, et ça se passe à la DIMINC. Et la DIMINC, habituellement, gère aussi les dossiers d'autorisation, de permis, etc. Mais c'est les provinces qui le signent, puisque c'est elles qui ont la compétence économique sur le nickel. Donc c'est un petit jeu un peu complexe, où les dossiers arrivent aux provinces, qui le soumettent à la DIMINC, qui l'instruit le dossier, et après, si la province est d'accord avec l'instruction, donne l'autorisation, ou enlève une autorisation, etc. Donc c'est assez complexe. Pour cela, on a un code minier depuis 2006. Un code minier qui est considéré comme modèle. Même le code minier français, d'ailleurs, il date de 1950, ils essayent de faire quelque chose d'aussi abouti que celui qui a été fait en Nouvelle-Calédonie. Et il y a des grands débats. Et on l'a vu pour les mines d'or en Guyane, le gouvernement faire machine arrière et pas être capable de sortir son code minier parce qu'il est extrêmement abouti en Calédonie et du coup, ça oblige l'État à mettre en place des choses qui ont été mises en place ici. Et pour l'instant, il n'y a plus personne qui travaille dans la mine en France. Il n'y a plus les directions départementales ou régionales qui s'occupent de ça. Ils ne font plus que de l'après-mine, mais il n'y a plus une seule exploitation minière en France. Donc du coup, il n'y a plus aucune expérience, aucune connaissance sur la mine et les réglementations. Donc on a un code minier qui est assez remarquable, on peut le dire, et qui est pris en exemple dans beaucoup de pays maintenant pour ce qui est de la réglementation minière. On a eu aussi des codes environnementaux qui sont sortis dans chaque province. Des fois, la difficulté, c'est de faire accorder le code minier et le code environnemental. Les provinces n'ont pas toutes les mêmes exigences. En fait, des fois, c'est un petit peu à s'arracher les cheveux. Mais on doit tenir compte du code environnemental quand on donne un permis d'exploitation minière. Il y a un schéma de mise en valeur qui n'est toujours pas signé par toutes les parties, mais le texte est là et il est à peu près suivi par tout le monde, par les deux provinces minières.
Okay. On a donc l'ADIMIN qui fait la police minière et une réglementation qui a été mise en place, beaucoup sur l'expérience, en particulier de la SRN, parce qu'il faut reconnaître que c'est eux qui ont été les premiers à mettre en place tous ces systèmes de gestion des eaux qui sont maintenant utilisés partout. Donc c'est écrit dans le code minier, la façon dont on doit gérer les eaux sur les mines. On s'occupe aussi de l'amiante environnementale, parce qu'on s'est aperçu que ces terrains-là avaient beaucoup d'amiante et que ça posait éventuellement des problèmes pour la santé des personnes qui exploitaient sur mine. Donc obligation d'arroser, le géologue passe sur tous les fronts, on repère les endroits où il y a de l'amiante, on met de côté, on va enfouir l'amiante. Enfin, il y a toute aussi une politique de gestion de l'amiante environnementale. Et puis aussi, il y a des manuels, des guides pour la revégétalisation, pour essayer d'avoir une revégétalisation qui reproduise au mieux la végétation initiale. Vous imaginez la complexité, hein, 90% d'endémisme, des centaines d'espèces différentes. Et dans un premier temps, la revégétalisation, ça consistait à mettre du verre, on mettait du bois de fer et des gaillacs, et puis on s'apercevait que ça mourait après, et les plantes n'étaient pas adaptées. Petit à petit, on a amélioré les techniques et on oblige maintenant les mineurs sur leur verse, sur les mines qui ferment, à réaménager le terrain et à revégétaliser en mettant des plantes pionnières des maquis miniers et petit à petit essayer d'enrichir pour se rapprocher de ce qu'il y avait avant. La réhabilitation aussi, elle est dans le code minier, elle est obligatoire. Et chaque mineur qui ouvre une mine, normalement, verse à une caution bancaire, à une assurance bancaire que si il fait faillite, que la réhabilitation de la mine soit faite. Et la même chose dans cette nouvelle réglementation, tout mineur qui reprend une vieille mine, parce qu'il pense qu'il y a encore un petit peu à gratter, avant d'aller gratter, il réhabilite. Et après, il réhabilite les parties qu'il ne va pas exploiter, il exploite et réhabilite ce qu'il a exploité après. Donc il y a des textes maintenant c'est des textes. Quand la situation va bien, quand tout le monde gagne de l'argent, tout le monde respecte. Quand c'est la crise, quand on en est à la survie, quand les salaires passent avant tout, qu'il faut sortir du minerai vite, on oublie un petit peu pas les règles, ça on est obligé de les suivre, mais les études, la recherche, l'amélioration, tout ça, ça passe un petit peu au deuxième plan. C'est ce qui arrive malheureusement depuis quelques années. Pour réhabiliter, il y avait deux systèmes qui ont été mis en place. Il y avait d'abord la DELIP 104. La DELIP 104, c'était une autorisation aux mineurs de prendre une partie, de défiscaliser une partie de leurs bénéfices s'ils donnaient cet argent aux communes minières pour faire de la réhabilitation minière. Sur des mines orphelines ou sur... si ce n'était pas à eux de le faire, hein, puisque tout ce qui est en T75, il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait aucune obligation de réhabiliter. Donc, on donnait de l'argent aux communes pour venir réhabiliter, mais ça marche quand il y a des bénéfices. Ça fait quelque temps que les compagnies minières font beaucoup de bénéfices. Du coup, la DELIP 104, il n'y a plus d'argent. Par contre, entre-temps, il a été créé le fonds nickel. Le fonds nickel vit de la redevance minière. C'est-à-dire toutes les surfaces de la mine, les gens payent une redevance. Et cette redevance surfaciale minière tombe dans les caisses du fonds nickel. Et le fonds nickel est là pour deux choses. Il est là pour aider les entreprises minières en difficulté, quand elles ne peuvent plus payer leurs CAFAT, etc. Ils sont là pour donner un coup de pouce, pour maintenir l'emploi. Et deuxième chose, pour réhabiliter les mines dites orphelines, qui n'ont plus de propriétaires et personne ne fera de réhabilitation. Et comme ça, bon an, mal an, ils arrivent à réhabiliter 30, 40, 50 hectares
chaque année, qui sera ajouté à la dérive 104, même si maintenant la dérive 104 ne fait plus grand-chose. Vous avez vu ce débat qu'il y a eu récemment sur l'exportation de minerais de la SLN sur Thiébagui et de Vallée pour ses saprolites, avec le code minier interdit ça, le schéma interdit ça normalement. Tout massif qui a bénéficié d'aide, défiscalisation pour monter des structures de mise en valeur de la ressource, on n'a plus le droit d'exporter ces minerais-là, ils doivent être traités localement. C'est le problème de Vallée, qui veut exporter sa saprolite parce qu'elle n'est pas bonne pour son process. Il n'a que des déboires dès qu'il met trop de saprolite. Donc il veut vendre. Comme personne ne veut lui acheter, il demande à pouvoir exporter. Donc il faut une autorisation spéciale. Il faut que ça passe devant le Congrès. C'est pour ça que vous avez... Parce que le code minier et le schéma interdit ce genre de choses. La même chose, Thiébagui a eu des aides pour, dans le cadre du projet 75 000 tonnes, pour monter toute leur laverie, etc. Des fils, ils n'ont plus le droit de vendre de minerais bruts de Thiébagui. Et ils ont une énorme quantité de latérite dont ils ne savent pas quoi faire, qui est stockée en verse, des quantités phénoménales. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de ça, défense d'exporter les minerais réservés aux usines locales. Juste un petit aperçu des surfaces dégradées par l'activité minière. C'est ce qui est en rouge. C'est de l'ordre de 20 000 hectares. Il faut pondérer quand même la chose. C'est-à-dire que, je dirais, il faut faire les remarques suivantes. Première chose, l'essentiel de ces dégradations sont dues à l'activité historique, en T75. Tout ce qui s'est passé avant et pendant le boom. C'est là qu'on a exploité comme des sauvages et qu'on a jeté dans la nature tous les stériles dans la pente. On n'a pas fait de verse, on n'a pas géré les eaux. Et c'est ce résultat-là que l'on a maintenant. La mine moderne ne fait plus du tout les mêmes dégâts. Il faut vraiment un cyclone où il est impossible à gérer les eaux. Vous avez bien vu, il y a des fois, gérer les eaux en période cyclonique, ça paraît difficile, effectivement. Il y a des fois, les décanteurs sur mine moderne, les barrages filtrants sont un peu débordés et on peut avoir des pollutions terrigènes en bas de la mine, mais c'est devenu exceptionnel. Maintenant, la mine moderne dégrade uniquement les surfaces où elle fait son exploitation, pas autour, et elle a des obligations de réhabilitation de ces surfaces. Maintenant, si on voulait réhabiliter toutes ces surfaces dégradées, au rythme actuel, il y en a pour plus de 100 ans. Avec des fonds, c'est entre 4 à 6 millions d'hectares pour réhabiliter une mine. Il faut refaire des routes d'accès, il faut resurfacer, il faut replanter. C'est un travail gigantesque. Donc, quelle est la situation actuelle de la métallurgie en Nouvelle-Calédonie? On a d'abord de la pyrométallurgie. Je rappelle, la SLN, c'est l'usine historique, c'est une technologie ancienne mais éprouvée. C'est des saprolites très riches qui rentrent dedans, plus de 2,5%. C'est plusieurs centres, c'est là une de leurs grosses difficultés. Leur minerai vient de nombreux centres. Ils produisent, bon an, mal an, 55 000 tonnes. Il y a eu des pics à 58 et des fois ça tombe à 53. Et ils ont eu un projet 75 000 tonnes qui a été abandonné. Essentiellement parce qu'ils n'ont pas été capables ou prévoyants de construire leur usine électrique à temps. Ensuite, leur usine, elle était alimentée par le barrage de Yaté. Encore une polémique, on pourra en discuter, mais c'est eux qui ont payé le barrage de Yaté. Ils avaient la concession pendant 50 ans.
Donc il se faisait un prix gratuit, puisque c'est eux qui l'avaient construit, et ils fournissaient en compensation un petit peu la ville de Nouméa. Mais au bout de 50 ans, la concession elle est redevenue à la Calédonie. Donc là, ils sont obligés d'acheter. Au début, on voulait leur faire le même prix qu'aux consommateurs. Donc là, ça a hurlé, parce qu'effectivement, ça leur faisait un coût démentiel. Donc on leur a fait un prix d'amis. Ensuite, il y a le projet KNS, qui était prévu pour 60 000 tonnes, avec une nouvelle conception de four. Hein, on va y dire tout à l'heure. Ils ont un massif énorme derrière, avec un gisement de classe mondiale, de saprolite riche, plus de 2,5% aussi, et il y en a pour 50 ans. Et une centrale qu'ils ont fait eux à charbon. Ensuite, il y a la fameuse usine pays, mais qui est en Corée, POSCO. Cette usine, assez remarquable pour sa vitesse de construction et sa montée en puissance immédiate, ils ont d'abord fait 35 000 tonnes, puis ils ont fait une extension de 20 000 tonnes. 2 ans après, ils sont à 55 000 tonnes. Et ils prennent des saprolites moins riches, à 2%, même légèrement en dessous de 2%, qui viennent de plusieurs massifs, ceux de la SMSP et de NMC, et puis de petits mineurs. Et ils sont installés dans un énorme complexe industriel en Corée, à Pyongyang, où il y a tout autour. C'est ça qui leur permet de réduire leur coût de production, parce qu'il y a les centrales électriques, il y a le port, il y a tout. Toutes les sociétés de maintenance, tout ça, c'est un énorme pôle industriel et ça leur permet de faire des économies d'échelle, des économies de coûts incroyables, et ils produisent et ils font des bénéfices incroyables. Une grande réussite industrielle. Ben, le reste de la production, pyrométallurgique, le reste de la production locale de saprolite, elle est exportée vers des mineurs concurrents, beaucoup vers le Japon, historique aussi. Il y a plein de petits mineurs qui Baland, SMT, là, ils envoient leur saprolite au Japon. Et vers la Chine, parce que la Chine, ils prennent tout. Même ce qui n'est pas riche, même ce qui est pourri, trop de silice, tout, ils prennent tout. Pourquoi? Parce que ce qui ne passe pas dans leur four, leur bon four, tous les produits vraiment bas de gamme, ils produisent ce qu'on appelle du pig iron. Ils ont des hauts fourneaux qui énergivorent à un point incroyable, mais ils s'en foutent, ils ont de l'énergie, apparemment. Ça marche comment dire, en plus dans des conditions environnementales indescriptibles, mais en tout cas, dans leurs mesures récentes d'essayer de diminuer la pollution, ils sont en train d'essayer de fermer petit à petit leurs hauts fourneaux qui font du pig iron. Et ils modernisent leurs usines et ça va aller très vite et bientôt ils vont produire avec des usines équivalentes aux nôtres. Pas se leurrer. Alors on a aussi l'hydrométallurgie. Alors je vous rappelle ce que c'est que l'hydrométallurgie. Ça fait longtemps que ça existe. Déjà au siècle dernier, on faisait pour le zinc, pour d'autres métaux, on faisait de la lixiviation à l'acide pour extraire les métaux. Ça existe depuis longtemps. Mais c'est en 1950 qu'on a le premier traitement à l'acide, lixiviation à pression atmosphérique. C'est à Cuba que ça se passe. Et là aussi, dans des conditions environnementales assez incroyables, parce que eux, leur effluent, qui n'est même pas neutralisé, ils le jetaient dans la baie de Haut. Donc on a une usine, la plus vieille, qu'ils ont vu blocus et ils n'ont jamais amélioré leur process. Ils sont en train d'ouvrir de nouvelles mines et ils envisagent de construire de nouvelles usines, mais en tout cas, celle de Cuba, c'était un modèle du genre. Ensuite, le principe, c'est d'abord on met le minerai en pulpe, on fait de la boue, puis on le mélange avec soit de l'acide, soit de l'ammoniac. Il y a eu un process à l'ammoniac, l'urine en Australie, pour lixivier, mettre en solution
tous les métaux qu'il y a dedans. Puis on va purifier, on va enlever tout ce qui n'intéresse pas. Par exemple, nous, c'est le manganèse qui pose problème, donc on essaye de le purifier. Et puis, après, les métaux qui nous intéressent, ça c'est la phase des riches, et quand on arrive à maîtriser cette technologie-là, on va extraire les métaux. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le nickel et le cobalt, pour en faire des matériaux quasiment purs, un oxyde ou un carbonate, mais quasiment 100% de nickel, 100% de cobalt. Voilà. Ça, et pour cela, on va utiliser différents procédés. Chacun a ses petites recettes, c'est un peu comme la cuisine. Hein. Il y en a certains qui font ça avec de la température ou en conditions de surface, ou avec pression ou sans pression. Il y en a qui font à l'acide. Il y en a eu un qui a tenté à l'ammoniac. Et on peut aller ou non jusqu'à l'extraction avec des solvants. Ici, le projet de nickel, vous savez ce que c'est une usine d'acide. Quand elle a été construite, c'était la plus grosse usine d'acide au monde. Hein, on fait dire le soufre, ça c'est un des entrants. Et on fabrique de l'acide sulfurique. Cet acide sulfurique, on le mélange à la pulpe et on va, comme ça, mettre en solution les métaux. Puis, en pression et en température, pour avoir la meilleure extraction possible. Et effectivement, on arrive à extraire quasiment 95% des métaux. Puis, on purifie, on essaie d'enlever, il n'y a pas beaucoup de cuivre, il y a un petit peu, il faut l'enlever. Il y a du manganèse. Et vous en avez entendu beaucoup parler du manganèse, parce qu'au début, ils purifiaient, ils enlevaient le manganèse et ils mettaient ça dans les fluents liquides qui partaient dans la baie, hein, qui partaient dans la Havana. Ce manganèse, il était à 10 mg par litre, c'était assez énorme. Même si on pouvait discuter des dégâts environnementaux ou de l'impact environnemental que peut avoir du manganèse, c'est pas le pire. Et en 10 mg, bon, c'était une grande discussion. Toujours est-il qu'il fallait se débarrasser du manganèse. Et enfin, ils ont fait des énormes tours d'extraction du nickel et du cobalt, avec des solvants organiques dedans, et c'est ça qui leur a posé le plus gros problème. Un gros, on va y revenir. L'objectif était de produire 60 000 tonnes, donc 5 000 tonnes de cobalt. La ressource, ben, c'était la latérite jaune de la plaine de Goro, un énorme gisement, certainement le plus beau gisement latéritique au monde, si on y rajoute Prony et toute cette zone-là. Il y a 100 ans de réserve, aucun problème, à 60 000 tonnes par an, il n'y a aucun problème. La teneur de coupure, elle est très élevée, 1,3%. Et cobalt, excusez-moi, j'ai marqué 2,3, c'est 0,203%. C'est pas 2. Le produit prévu, hein, à la sortie des extracteurs, c'était de l'oxyde de nickel et du carbonate de cobalt. Mais entre les deux, avant de passer dans les extracteurs, il y a un produit intermédiaire que l'on appelle le nickel hydroxyde cake, qui contient 38% de nickel et 2 à 3% de cobalt. Et c'est ce produit-là qui leur a sauvé la mise, parce que leur extracteur, ça ne va pas du tout. Ils ont eu un des tours qui s'est effondré, ils ont refait, et puis depuis, ils n'ont que des déboires. Et ils n'ont pas maîtrisé ça, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté récemment. Et qui sortent ce produit intermédiaire qui intéresse beaucoup les fabricants de batteries. Ça, c'est une usine chimique avec une pulpe qui a été acidifiée. On n'a enlevé que 2% de matière, des métaux. Il en reste 98%. Qu'est-ce qu'on en fait de ce résidu à 98% d'une sorte de boue de fer avec acide, très acide. On ne peut pas le relâcher comme ça dans la nature. Donc on va le neutraliser avec du calcaire. C'est encore un des produits qui rentre
à Goro, qui arrive par bateau entier, je crois, des Philippines. Il faut presque autant, il faut 35 ou 40% de calcaire à rajouter à cette boue pour la neutraliser. Et on forme une sorte de gypse de fer, un truc à peu près neutre chimiquement, même si ça n'a plus rien à voir avec la latérite qu'il y avait avant, mais on va poser ça dans un bassin, parce que c'est de la boue encore. Donc on va poser ça, c'est le bassin d'Akwe Ouest. On fait un grand barrage de type barrage hydraulique, parce que c'est de la boue. On a mis un liner au fond pour pas trop que ça percole vers le bas, et puis on a mis dedans tous ces... Vous vous rendez compte les millions de tonnes qui partent, parce que non seulement il y a 90% du minerai, 98%, puis en plus les 35% de calcaire qui a servi à neutraliser. C'est des quantités phénoménales de matière qu'il faut stocker. La partie liquide, elle est envoyée en mer. L'effluent liquide, il est envoyé en mer à travers un tuyau et il y a une dispersion sur 1 kilomètre dans le canal de Havana, dans le courant de Havana. Vale, quand ils ont racheté à Inco l'usine, ils ont dit nous, on va réduire la part de manganèse qu'il y a dans le tuyau. Ils sont proposés de descendre de 10 mg par litre à 1 mg par litre. Ils n'ont jamais réussi vraiment à atteindre 1 mg, mais ils ne sont pas loin. Donc c'est ça qu'ils rejettent, et là on considère que c'est neutre au niveau environnemental. La boue, pour l'instant, est stockée, mais il y a un projet, vous avez dû entendre parler beaucoup dans les journées, c'est le projet Lucie. L'idée, c'était de prendre cet effluent liquide qui a été neutralisé et d'enlever l'eau pour en faire des briques, pour stabiliser le matériau et le disposer non plus dans un bassin, mais remplir avec des briques solides. Donc, a priori, moins d'échanges chimiques avec les nappes de dessous, etc. C'est ça le projet Lucie. Il n'est toujours pas abandonné, il est toujours en cours, mais le process, le dispositif n'est pas encore efficient, ne marche toujours pas. Mais c'est un projet qui a été testé à l'échelle inférieure et ils ne sont pas encore au stade de la production industrielle. Mais c'est un projet qui a coûté extrêmement cher à Vale. Alors, quelle est l'actualité du nickel en ces jours pas très joyeux? D'abord, il y a un contexte mondial. Je vous rappelle que les cours du nickel avaient atteint en 2007 des hauteurs vertigineuses, 54 000 $, 54 000 $ la tonne. Et il y a eu la crise. Et là, on est redescendu à 9 000 $ en décembre 2008. Et depuis, on a des prix extrêmement volatiles. Un coup, ça va mieux, on monte à 15 000, 20 000, et puis on retombe à 8 000, et puis voilà. On a un cours extrêmement volatile. Et depuis 2016, tous les prix ont fluctué de 9 000 à 14 000 $ la tonne. Et là, c'est en dessous du coût de production de la plupart de toutes les usines locales. C'est ça le vrai problème actuellement. Quand on est à 14 000, c'est presque bon, ça va, ils ne font pas vraiment des bénéfices, mais ça va. Mais dès qu'ils tombent en dessous de 14 000, ils perdent de l'argent. Et c'est le cas de tous. KNS, Vale et la SML. Après le ban sur les... Vous avez entendu parler de ça aussi, l'Indonésie, à un moment a dit ça suffit, nous aussi, on ne vend plus notre minerai brut comme ça, on veut des usines. Donc pour l'instant, on interdit toutes les exportations de nickel. Ce qui a beaucoup soulagé à ce moment-là la Calédonie, les cours sont remontés parce que là, du minerai, tout le monde en voulait et l'Indonésie, un des principaux producteurs mondiaux de minerai, exportait plus. Donc là, il y a eu un renouveau, mais le problème, c'est que
leur plan de construction d'usines pour traiter leurs minerais, ben, c'est fait et ça va vite parce que la plupart c'est fait avec les Chinois et ça va très très vite. Hein, et ils commencent à monter en production. En plus de la crise économique mondiale qui est larvée depuis pas mal d'années, se rajoutait la crise de la Covid. Et là, c'est la vraie catastrophe pour tout ce qui est production d'inox. Parce qu'il y a deux secteurs qui consomment beaucoup d'inox. C'est le secteur aéronautique, vous savez ce qui se passe en ce moment, et le secteur automobile classique. Ça, c'est parmi les plus gros consommateurs. Donc là, c'est pas la joie pour les vendeurs d'acier inox. Il faut savoir que l'acier inox, c'est 70% de l'utilisation du nickel. C'est pour faire de l'acier inox. Par contre, dans ce contexte, il y a quand même un des petits trucs plus sympas, c'est la grosse demande de nickel-cobalt pour les batteries, avec des produits, ça va aller, ça a été sa bouée de sauvetage. Encore un événement qui a beaucoup marqué ces dernières années en Calédonie, c'est l'arrêt de l'usine de Yopougon, qui fait de l'hydrométallurgie, qui a acheté toutes les latérites de Calédonie. Et ça s'est produit en 2016. Alors, qu'est-ce qui se passe en Calédonie? Les petits mineurs. Alors, on a de nombreux cas de figure pour leur saprolite. Certains vendent à la SLN, d'autres vendent à POSCO, en accord avec NMC et SMSP. D'autres vendent directement aux métallurgistes japonais, certains à la Chine. Okay. Depuis qu'il n'y a plus d'exportation vers l'Australie en 2016, vous avez suivi ce mouvement des sous-traitants, des camionneurs essentiellement, qui sont venus bloquer le gouvernement pour qu'on leur donne quelques quotas d'exportation. Alors on avait hurlé, non, pas question d'exporter vers la Chine, c'est notre concurrent direct, c'est eux qui font à la fois le marché, puisqu'ils sont producteurs d'acier, acheteurs c'est eux qui tiennent tout, il ne faut pas qu'on rentre dans leur jeu, il ne faut plus qu'on leur envoie de minerais. Mais devant la poussée, la fièvre des sous-traitants, puisque les petits mineurs allaient un par un fermer la porte, parce que c'est très important de pouvoir exploiter les latérites. La latérite, c'est jusqu'à au-dessus de la saprolite. Mais si on vend que la saprolite et qu'on jette tout ce qu'il y a dessus, c'est à peine rentable. Par contre, si on arrive à vendre les latérites qu'il y a dessus, là, d'un seul coup, c'est un plus pour la mine et ça permet aux petits mineurs de vivre mieux. D'où ces mouvements que l'on a vus. Maintenant, il y a les grands groupes. Et on n'a pas des tas de problèmes en commun, mais on a aussi des problèmes spécifiques à ces groupes en ce moment. Pour la SMSP, qui de petit mineur est devenu un métallurgiste, je vous rappelle, c'est maintenant le deuxième parc minier de Nouvelle-Calédonie, derrière la SLN qui a 52% du parc quand même. Ils ont 5 centres, ils détiennent 51% de KNS, ils détiennent 51% de NMC, qui est le fournisseur de l'usine de POSCO. C'est la mine locale, enfin, c'est le petit mineur local qui est une filiale de la SMSP et qui approvisionne l'usine de POSCO. Mais c'est aussi 51% de SNNC, c'est-à-dire l'usine de Pyongyang. Donc c'est devenu un partenaire, un acteur essentiel de la mine et de la métallurgie en Calédonie, la SMSP. Il faut savoir que derrière la SMSP, il y a la Sofinor, il y a la province. Alors, eux aussi, de temps en temps, ils exportent leurs minerais pauvres, ils trouvent des acheteurs par-ci, par-là, au Japon, ils font comme les autres. Quand ils ont un acheteur pour tout ce qui est pas valorisable ici ou à POSCO, ils le fourguent en Chine, ils demandent des quotas d'exportation et ça marche en général. Il faut dire aussi que la NMC, qui est déficitaire sur mine, si elle n'avait que les revenus liés à sa vente de minerais à POSCO, elle perdrait de l'argent. Mais POSCO est là,
la partie industrielle pour la renflouer, pour faire tourner, pour que les mines approvisionnent l'usine. Voilà. C'est une donnée importante pour savoir par rapport aux autres petits mineurs qui s'en sortent. NMC a des problèmes pour rentabiliser sa mine. Qu'est-ce qui se passe à la SLN, la vieille dame, comme tout le monde dit? Eh bien, il se passe qu'elle perd de l'argent depuis plus de 5 ans. Il y a eu un prêt de l'État de 200 millions d'euros. Hein. Il y a eu une embellie. En fin 2019, le 3e trimestre, ils ont annoncé qu'ils étaient revenus dans le vert. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais ça allait mieux. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'on peut dire pour 2020. Ils ont donc mis en place un plan drastique pour réduire le coût de production. Parce que leur coût de production, il est à 12 000 ou 13 000 dollars la tonne. Et le marché, il est souvent en dessous. C'est ça, ou juste là. Donc ils ont du mal. Quand c'est 14 000, ils gagnent un peu. Et sinon, donc leur projet, c'est de descendre encore en dessous des 10 000 pour arriver à vraiment faire de l'argent. Ce plan, malheureusement, il est plombé par le coût de l'énergie. 2 minutes. Il est plombé par le coût de l'énergie et une vieille technologie, quand même, leurs fours qui sont éprouvés, ils sont énergivores. Hein, et puis leur centrale, c'est une vraie catastrophe. Elle est obsolète. Leur centrale au feu est lourde, elle est polluante, elle est obsolète, elle est tout ce que vous voulez. Mais c'est ça la pine dans le pied de la SLN. Et on ne comprend pas pourquoi, à une certaine époque, quand ils faisaient autant de bénéfices, ils n'ont pas réinvesti plutôt que de distribuer leurs dividendes au gouvernement calédonien aussi, d'ailleurs, hein, qui était bien content de ramasser l'argent, au gouvernement et aux provinces, ceux qui ont des intérêts dans la SLN. Donc, ce qui embête beaucoup la SLN aussi, vous le savez, c'est tout ce qui est aléa politique et coutumier. Hein. Ça devient... Ils ont beaucoup de centres, et beaucoup de centres dans des zones où c'est pas facile politiquement et coutumièrement. Et ils ont beaucoup de déboires, hein, et ça perturbe leur approvisionnement de l'usine qui a besoin de ces minerais là où il y a ces gros problèmes coutumiers. Parce que ce minerai-là, il est riche en magnésium, il est basique, il est essentiel pour leur four. Ils ont suffisamment de minerais avec Thiébagui, mais il est trop acide, ils ne peuvent pas tourner qu'avec ça. Ils ont absolument besoin de faire ce mélange, garder la richesse, garder une chimie stable. C'est pour ça que vous avez plein de tas devant la SLN. Tous ces tas, ça part vers un endroit où ils les mélangent d'une certaine manière pour passer après au calcinateur et à l'usine. En plus, Eramet, maintenant, est en difficulté. La maison mère, Eramet, vend mal ses alliages. Ils ont demandé à la SLN de fermer l'affinage et de ne plus produire de maths. Ils vont acheter leur maths en Suède pour, à Sandouville, faire du nickel pur. Et ils ont du mal à caser leurs alliages spéciaux parce que toute l'économie sur l'aéronautique, tout ça, tous ces alliages spéciaux, c'est eux les principaux acheteurs de Eramet. Ils sont en train de brader un peu leurs usines d'alliage. En ce moment, Eramet est en difficulté. C'est pour ça qu'eux aussi ont demandé, pour un peu rentrer du cash, d'essayer de vendre leur latérite de Thiébagui et leurs minerais pauvres, non traités, essayer de le vendre parce qu'ils sont obligés de stocker ça en attendant que quelqu'un sur place le veuille. Mais Goro, ils ont assez de leur latérite, ils ne veulent pas les latérites des autres. Comme d'ailleurs la SLN ne veut pas de la saprolite pour des problèmes de chimie et autres. Ils ne veulent pas de la saprolite de Valais à fondre chez eux. Et KNS non plus, hein, ils ne sont pas proposés de racheter la saprolite de Valais. Donc voilà, il y a une petite guéguerre ici, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on a vu cette pression politique faite par SLN et Valais pour avoir une autorisation spéciale d'exporter ces minerais réservés. Et c'est pour ça que c'est allé jusqu'au Congrès où vous connaissez les doctrines et les stratégies de la province Nord, par exemple, par rapport à la province Sud. Bon, vite fait, je vous parle de KNS.
qui est un projet de taille mondiale, c'est un énorme projet, ça fait produire 60 000 tonnes. Hein. C'est un projet économique, mais politique aussi. Ça, c'est très important de le savoir pour l'acceptation des populations, etc. C'est un projet politique. Hein. 51% SMSP, Sofinor, et un partenaire investisseur puissant. On ne fait pas plus puissant que Glencore. Dans le monde de la mine, il n'y a pas plus puissant. Donc c'est une usine au pied d'un magnifique massif qui fournit un minerai riche avec son convoyeur et son port. Et ils ont une réserve sûre de 2,5 millions de tonnes au moins à 2,5%. Donc un super gisement avec une richesse, tout ce qu'il faut. Ils ont tenté une technique nouvelle de pyrométallurgie en faisant des fours verticaux comme dans les cimenteries pour gagner de l'énergie et pour plus avoir pollution. Les poussières retombent dans le four. Le problème, c'est qu'ils ne maîtrisent pas bien cette nouvelle technologie de four. Hein. Les 2 fours ont été reconstruits. Et ils ont du mal à faire tourner les 2 lignes de production en même temps. Ce qui fait que la production 60 000 tonnes, en 2017, elle était de 17 000, en 2018, 28 000, il manque quand même. Hein. En 2019, 38 000 prévus. Je ne sais pas les données 2019, mais ils étaient prévus. Mais le coût de production est encore bien trop élevé par rapport à leurs prévisions. Ils espéraient produire à 4,5 $ la livre. Ça doit être autour de 10 000 $ la tonne. Hein. Et ils sont plutôt autour du double actuellement. Donc eux aussi ont de sacrés progrès à faire pour diminuer le coût de production de leur ferronickel. Donc au départ, il y a eu Falcon Bridge, qui a été racheté par Xstrata, qui a été racheté par Glencore. Donc c'est la chance aussi de ce projet. Ils ont un monstre industriel et minier derrière eux, c'est Glencore, qui peut laisser passer du temps. Glencore apparemment est content de posséder le plus beau massif de saprolite au monde. Vale, encore un projet titanesque dans notre petit pays. Hein. Une gigantesque usine chimique. C'est ça qui a fait si peur en Calédonie. Il ne faut pas oublier que c'est Seveso, hein. C'est l'ICPE de type Seveso. Il n'y a pas plus environnementalement risqué que ce type d'usine. Elle a son port, elle est proche d'un gisement énorme de latérite qui est très riche par rapport au latérite ailleurs dans le monde. Hein. Une technologie très innovante et qui devait être très performante. Trop certainement, surtout à l'échelle où ils l'ont construit. Ils auraient fait des plus petites unités, ils auraient eu plus de chance. Ils ont voulu voir trop grand par économie d'échelle, économie d'investissement. Ils ont fait une énorme, et même leur usine d'acide leur a posé problème. Et alors les tours d'extraction ne sont pas du tout maîtrisés. Je rappelle qu'aussi il y a eu à une époque un arrêt d'Inco qui a jeté l'éponge tellement il y avait des surcoûts dans la fabrication de l'usine. Ça a été racheté par Vale, ce qui a amené des surcoûts mais colossaux. Hein. On est passé de 2 milliards de dollars à 7 milliards de dollars le coût de construction de cette usine. Je vous rappelle les accidents à répétition qui n'ont pas amélioré leur image par rapport à la population, l'acide, des tours d'extraction qui s'effondrent, plusieurs accidents qui ne les ont pas aidés. En plus, c'est ce type d'usine où on a des effluents incroyables qu'il faut gérer dans un environnement humain et naturel qui sont bien particuliers. Gérer ça avec des effluents de ce type qui font tellement peur, parce qu'il y a de la chimie, que ils ont été confrontés, ils ont mis beaucoup d'argent pour essayer de faire accepter leur projet par rapport aux populations. Ils ont cité un pacte environnemental avec le Sud, ils ont financé l'œil qui les surveille, enfin bon, ils ont tout essayé pour améliorer leur image, mais ça vient au fait que la Calédonie n'avait jamais connu de projet chimique. Et ça fait peur, et ça se comprend.
Donc, ils ont toujours eu cette méfiance des populations par rapport à leur projet. Donc, ce qui les a sauvés, ce que je disais, c'est que ils ont produit un produit intermédiaire qui se vend essentiellement pour les batteries. Ça fait le régal des fabricants de batteries, ce produit-là. Et ce qui les a sauvés aussi, c'est comme le cobalt. Il y avait un problème d'approvisionnement dans le monde et qu'on a la chance en plus d'avoir un cobalt dit propre, parce que la plupart des mines de cobalt en Afrique sont gérées dans des conditions environnementales et humaines épouvantables. Donc beaucoup d'acheteurs quand même sont réticents parce qu'ils ont la Banque mondiale derrière eux qui les finance, qui leur dit non, non, vous achetez pas ce minerai-là, c'est pas... Donc on a cette réputation quand même d'exploiter dans des conditions environnementales et humaines correctes. Et le cours du nickel était monté jusqu'à 80 000 $ la tonne. Je crois qu'il est encore très haut, mais ça a été en 2018. Et ça a sauvé la mise. Il a replongé. Il est au double du nickel. Il est au double du nickel. Donc 28 000, 30 000. Mais même à 30 000, c'est pas mal. Là aussi, dans ces difficultés, ils ont eu le droit auprès de l'État. Même chose, 200 millions en 2016. Et devant ces difficultés au Brésil, il faut rappeler le contexte aussi général. Vale a connu des déboires terribles, humains et environnementaux, avec des barrages sur ces mines de fer qui ont lâché au Brésil, avec des centaines de morts, avec des milliers d'hectares pollués. Enfin, voilà sa réputation. Et surtout, ils sont obligés de dédommager maintenant. Et c'est des sommes colossales. Du coup, ils sont en difficulté et ils veulent vendre leurs avoirs ailleurs. Très clairement, ils ont mis en sommeil les tours d'extraction parce qu'ils n'arrivent pas à les gérer et ils ont mis en vente. Ils bradent maïsement. Eux aussi ont demandé une autorisation d'exporter leur saprolite pour essayer de rentrer un peu de cash. Voilà. Merci de m'avoir écouté si longtemps. J'espère que je ne vais pas... Merci Bernard. Merci beaucoup. Si tu veux un micro à passer. Oui. Alors,